Alors, j'appelle Souad Boulala de l'ADEME qui est venu nous parler, étant spécialiste des questions de qualité de l'air intérieur à l'ADEME au niveau national de ces questions, et Jean-Muriel Philippe. Et effectivement, avec l'ARS, on va évoquer aussi les questions de santé. On attaque par ce point parce que finalement, c'est la finalité. Si on recherche la qualité de l'air intérieur, alors dans la balance, il y a d'un côté les économies d'énergie et de l'autre, il y a ces soucis de qualité de l'air. C'est bien dans un objectif de maintenir en bonne santé toute la famille et tous les habitants des bureaux, enfin tous les travailleurs également dans les bureaux. Donc il y a vraiment là des sujets importants à travailler. Alors, on vient de parler de l'ADEME et c'est vrai que c'est un acteur important au niveau national. On en reparlera avec des FIBAT tout à l'heure aussi. Souad Boulala, par quelle stratégie peut-on s'emparer du sujet au niveau national? Parce que il y a les constats scientifiques, il y a la sensibilisation croissante, mais encore assez marginale de ces questions. Mais après, il faut pouvoir, entre guillemets, imposer ces sujets au milieu de bien d'autres sujets environnementaux. Donc, bonjour à tous. Oui, donc nous sommes un service évaluation qualité de l'air au sein du département Ville et Territoires Durables. Donc nous avons plusieurs objectifs dans notre service. On s'occupe d'air extérieur et d'air intérieur, sachant que donc on doit à la fois avancer sur les aspects scientifiques, mais également sur les aspects sensibilisation, communication. Et également au sein de l'ADEME, parce qu'on a d'autres services qui promeuvent l'énergie, bois, etc. Et donc nous, on a un rôle un petit peu d'éclaireur, de dire attention, là où on promeut d'autres énergies, de faire attention à l'impact sur la qualité. Il y a une question de cohérence, parce qu'on peut effectivement pousser les énergies en se disant c'est bien sur le plan de la performance, mais il faut gaz et émissions à effet de serre. Mais il y a aussi faire attention à la qualité de l'air, donc sur tous les niveaux. Donc on est un petit peu le service un peu transversal sur toutes les questions d'énergie, que ce soit les transports, les énergies biomasse, etc. Donc on travaille donc vraiment transversal avec les autres services sur ce sujet, en essayant de mettre de la qualité de l'air un peu sur tous ces aspects. Très bien. Alors, quelles sont les orientations stratégiques de l'ADEME une fois qu'on a planté un petit peu ce décor Alors, rapidement, un état des lieux, quelques chiffres. On a parlé de coûts tout à l'heure. Donc, rappeler que c'est un enjeu de santé publique. Des études ont montré donc 25 à 30% de la population des pays industrialisés allergiques, 3 millions d'asthmatiques en France liés quand même à la qualité de l'air, 50 000 personnes à insuffisance respiratoire grave et un grand rapport de l'OMS où, dans le monde, on a quand même 4,3 millions de décès prématurés liés à la qualité de l'air intérieur. Donc j'ai précisé l'Europe parce que qualité de l'air intérieur dans d'autres pays, c'est surtout le chauffage au bois à l'intérieur pour les cuissons, etc., qui ont un impact très important. Mais néanmoins, on a un décès sur 8 entre qualité de l'air extérieur quand même lié à la qualité de l'air. Donc c'est quelque chose de non négligeable. Et un enjeu économique, donc il y a une première étude préalable sur le coût de la pollution portée par l'OQI, l'ANSES, Université Paris 1, qui coûte 19 milliards d'euros par an, mais c'est une première étude et c'est un montant minimum, parce qu'on a pris en compte certains polluants, où on a des données, mais c'est un minimum, ça peut augmenter beaucoup plus. Et puis il y a une étude européenne, 1 milliard d'euros pour le remboursement des médicaments anti-asthmatiques. Donc voilà, c'est un enjeu quand même assez important. Je vais rapidement brosser l'aspect réglementaire parce que je pense que ça va être mené dans le cadre de la journée. Donc la France est pionnière quand même dans le domaine de la qualité de l'air intérieur. Qualité de l'air extérieur, il y a des directives européennes qui existent depuis 20 ans. Mais l'air intérieur, on a pratiquement rien au niveau européen. Donc la France est pionnière suite à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Donc il y a des décrets qui ont été mis en place d'étiquetage des matériaux de construction, donc depuis 2012 et 2013. Et puis la surveillance de la qualité de l'air dans les établissements publics, en particulier dans les écoles, où il y a deux aspects, soit ce sont des mesures obligatoires, ou faire un plan d'action au moyen d'un guide pratique. Et il y a également donc des plans nationaux santé-environnement, le PNSE 3, qui y a eu des anciens plans nationaux PNSE 2, mais le plan national PNSE 3 reprend tout le plan national de la qualité de l'air intérieur qui a été présenté lors des assises de l'air en 2013. Et il y a plusieurs axes, donc c'est quand même un progrès très important. Donc ça va être ensuite transmis dans les plans régionaux santé-environnement, où 3 axes, c'est améliorer l'information du grand public et des acteurs relais, prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans la rénovation énergétique, parce que on parle des nouveaux bâtiments, mais il y a quand même tout un parc important, non négligeable, de rénovation énergétique, donc il faut absolument prendre en compte la qualité de l'air intérieur. Et bien sûr, continuer à améliorer les connaissances sur le sujet pour réduire les expositions. Et enfin, il y a aussi la politique nationale qu'il ne faut pas oublier des sites et sols pollués, parce que beaucoup de bâtiments sont sur des sites
qu'on a dépollué, mais malheureusement, on retrouve encore des cas voilà, je pense qu'il y a à peu près une année, un collège à Ivry où il y avait du mercure, donc on n'a pas pu l'ouvrir. Donc voilà, c'est quand même une problématique importante, le transfert sol ou air extérieur, air intérieur. Donc 2 défis majeurs pour l'ADEME et pour tout le monde, j'allais dire. Enfin, nous, au niveau de la stratégie air, c'est limiter les sources. Parce que c'est un sujet, voilà, comme ça a été présenté en introduction, très complexe. Hein. On tire une culotte de laine et puis on trouve plein de nœuds au fur et à mesure quand on s'attaque à la qualité de l'air intérieur. Donc c'est tous les transferts air extérieur, air intérieur. C'est un continuum, parce que je pense qu'il ne faut pas séparer air extérieur et air intérieur. L'étude des 19 milliards d'euros, il y a beaucoup lié aux particules émises de l'air extérieur. Donc je pense que c'est un continuum. L'air intérieur, c'est chargé d'air intérieur avec autre chose en plus, c'est un cocktail. Mais l'air extérieur donc est très important. Les transferts sol, comme j'avais dit tout à l'heure, les émissions des matériaux, les activités humaines à travers les différents appareils à combustion, les produits d'entretien, etc. Donc il y a plusieurs aspects à prendre en compte et faire en sorte de garantir un bon renouvellement de l'air intérieur. Il y a des études qui montrent que 68% de non-conformité sur les systèmes de ventilation. Donc c'est améliorer de la conception du bâtiment à son usage afin d'améliorer et de préserver. On améliore, mais il faut le préserver. Et puis hiérarchiser les situations, les problématiques pour agir de la façon la plus efficace possible. Donc, différentes actions. Donc, continuer à connaître les déterminants. Donc, beaucoup de travaux ont été faits à ce sujet. Donc, il y a l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. J'y reviendrai après. Donc, Mickaël va présenter la campagne. Mais la mise en place de l'Observatoire nous a permis de mieux connaître grâce à la campagne logement qui a eu lieu en 2003-2005. Et la continuité en ce moment, on a plusieurs campagnes à grande envergure, campagne école, dans les bureaux et dans les bâtiments performants en énergie. Donc ça nous permet d'avoir un état des lieux, des connaissances, à quoi nous sommes exposés, et puis des leviers d'action pour agir. Et surtout, le but de l'enjeu, c'est de concilier à la fois maîtrise de l'énergie, l'acoustique, parce que quand on fait une rénovation énergétique, il faut tenir compte de l'acoustique, le confort, la qualité de l'air intérieur. Donc il faut que tout ça se mette en place en synergie dès le départ. Et bien entendu, agir pour préserver la qualité de l'air sur les comportements et les produits de la vie courante. Donc on a un problème à multiples facettes. Donc donc l'objectif c'est de continuer les travaux en soutenant donc les travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, continuer à améliorer les connaissances, les déterminants, donc connaître les émissions de différents produits, dont les biosourcés également, parce que ce sont des choses dont on ne connaît pas encore beaucoup, donc d'essayer d'avancer sur les matériaux biosourcés, et puis avancer sur les développements des études de transfert sol et air. Et puis tout l'aspect ventilation, continuer à développer des systèmes de ventilation performants, surtout dans les cas de rénovation, parce que quand on rénove une maison, les systèmes de ventilation n'existaient pas initialement, donc bien en tenir compte. Et puis comme on en a parlé, c'est pas l'objet du service air, mais au niveau de l'ADEME, développer la formation des professionnels qui ouvre beaucoup sur ce sujet, surtout dans les directions régionales, et améliorer la mise en œuvre des installations de ventilation. Donc former les différents acteurs, dont les conseillers également Info Énergie. Et je voulais préciser qu'il y avait un guide qui va apparaître d'ici avril 2016 dédié sur ce sujet, un guide technique et opérationnel qui prend en compte justement la rénovation énergétique, acoustique, confort et qualité de l'air intérieur, c'est-à-dire pour aider les particuliers, pour les maisons donc individuelles, comment prendre en compte tous ces enjeux-là, dès le départ. Ça c'est intéressant parce qu'il y a quand même des choses très pointues à travailler sur la qualité de l'air intérieur, mais il y a aussi des comportements assez, on va le voir dans le cadre de cette journée aussi, des comportements assez simples. Il y a de l'information à donner aux particuliers pour déjà travailler sur une bonne partie des polluants avec des gestes très simples, vérifier que la ventilation fonctionne alors qu'on n'a pas l'information, puis aérer sa maison, je pense que c'est des choses très très basiques. Alors il y a des régions qui s'y sont mises en œuvre, on voit des régions comme la région Aquitaine, où je crois que c'est le département où c'est l'ARS d'Aquitaine qui a travaillé sur ces sujets, où on a des personnes qui vont rencontrer là où se trouvent les mères de famille, les jeunes mamans, pour aller donner l'information, y compris sur les produits d'entretien qu'on utilise, sur les produits cosmétiques, sur toutes ces informations. Il y a quelquefois de l'information très basique, très simple à transmettre. Oui. Il y a aussi l'association, alors j'ai plus en tête, qui aide les femmes qui enceintes pour justement éviter de faire la chambre du bébé à la dernière minute, bien aérée. Dans 90% des déménages généralement parce qu'il y a un enfant. Donc il y a beaucoup de sensibilisation à faire sur ce sujet.
Donc, une des actions donc de l'ADEME s'appuie sur des appels à projets transversaux pour avancer sur le sujet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a donc un projet de recherche copiloté avec le ministère de l'Environnement qui s'appelle PRIMCAL, ou un appel à projet en cours. On a 8 sujets sur la qualité de l'air intérieur. On a un projet aussi, un appel à projet qui s'appelle Cortea, connaissance réduction des émissions à la source. On a Acter, qui est un appel à projet dédié aux collectivités locales pour les aider à mettre en place, que ce soit air extérieur ou air intérieur, à mettre en place des actions en faveur de la qualité de l'air. Et on a on a beaucoup de projets d'air extérieur, mais on a 6 projets en cours quand même qui démarrent sur la qualité de l'air intérieur. Et puis il y a un APR plus porté sur des bâtiments. On a moins de qualité de l'air intérieur, c'est plus sur d'autres projets, mais quand même on arrive à mettre, on a l'œil sur ce sujet. Et puis bien sûr continuer donc à soutenir l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur pour continuer à avancer sur un petit peu tous les lieux de logement, faire des liens sur les déterminants de la qualité de l'air. Donc voilà, on mène de front tous ces différents projets. Donc voilà, je vais passer rapidement sur les tableaux, sachant que pour ceux que ça intéresse, il y a un colloque de restitution prévu donc à Marseille sur le colloque PRIMQUAL qui est plus vraiment recherche, connaissance des mécanismes au sein d'une maison. Il y a de l'ozone qui rentre, il y a des produits ménagers, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des travaux sur les virus, sur les moisissures, qui est quand même un problème important, et même des travaux juridiques, des actions publiques et jeux d'acteurs. Donc pour ceux que ça intéresse, donc ça aura lieu à Marseille, on vous tiendra informé sur le site de l'ADEME, donc un colloque de restitution de PRIMQUAL sur ces sujets. L'APR Cortea, donc qui touche au niveau de la qualité de l'air intérieur, que ce soit sur tout ce qui est type de combustion de chauffage au bois. Qu'est-ce que ça émet à l'intérieur? On a des travaux sur l'air extérieur, on a des PPA, des plans de protection de l'atmosphère, ou dans la vallée de l'Arve, où le chauffage au bois est un facteur important en même temps que les transports. Mais il y a, on manque de connaissances sur les aspects qualité de l'air intérieur. Il y a des travaux, mais pas assez. Donc on a un projet qui va démarrer prochainement, qui s'appelle CapQI, donc connaissance, impact de la biomasse et exposition des personnes au chauffage. Ça se passera dans la maison expérimentale Maria au CSTB, donc il va démarrer. Des projets sur les produits de consommation, comme les encens, les bougies. Ça s'appelle le projet Eben, parce qu'il y aura un étiquetage, je ne sais pas si on va en parler après, il y a un étiquetage qui va être prévu sur ces produits-là, qui sont quand même non négligeables, en particulier l'encens. Donc a priori, il y aura une affichage d'informations qui va paraître pour les gens, de bien aérer par la suite, de ne pas respirer directement. Voilà, on ne va pas les empêcher de les utiliser, mais quand même de les prendre avec précaution. Et puis PEPS sur tout ce qui est produits d'entretien. C'est la suite d'un projet qui a été porté dans le cadre de PRIMQUAL. On a un projet sur les maisons en bois, de la construction à la finition, qu'est-ce qui est émis. Et puis un projet qui s'appelle Ishakai, c'est un petit peu l'impact dans l'ordre du cadre des chantiers de la qualité de l'air, de prendre en compte dès la phase chantier, qu'est-ce que ça impacte ensuite une fois que le chantier est terminé. Donc un suivi des polluants et des précautions à prendre, ça sera un guide de bonne pratique. C'est un projet qui vient de démarrer également en 2015. Il y a également tout ce qui est solutions de réduction sur les systèmes de photocatalytique. Donc il y a 2 projets qui viennent d'arriver à échéance, Safe Photocat et ETAP. Et également un projet donc relatif à la ventilation, développer des démarches qualité pour la ventilation via qualité, porté entre autres par Suzanne par Medieco. Donc c'est un petit peu prendre en compte dans les maisons individuelles la ventilation, avec un guide de bonne pratique également, entre autres pour les particuliers. Je n'arrive plus. Ah voilà. Donc il y a l'APR bâtiment, c'est un petit peu la suite d'autres projets, surtout sur les aspects ventilation, qui prennent en compte des systèmes de biofiltration et photocatalyse. Et Acter, donc où on a 6 projets, donc 7 projets plutôt. Un projet R&D pour aider les collectivités dans le cadre des marchés publics à sélectionner les bons produits dans les écoles, à sélectionner les bons produits les moins émetteurs, axés surtout sur le formaldéhyde parce que ça fait un des polluants partie du décret surveillance de la qualité de l'air dans les établissements. Et puis voilà, donc c'est des projets. Donc il y a des projets qui sont arrivés à échéance. Donc Kale c'était en région Basse-Normandie. C'est dans les lycées, qualité de l'air dans les lycées, et ça a mené à une formation du personnel technique pour bien justement surveiller, voir la ventilation. Et donc ça a permis de créer une dynamique en fait entre la collectivité, l'ARS, donc la région, l'ARS et les lycées.
les personnels des lycées. Donc l'avantage de cet appel à projet, donc ça permet de créer donc une dynamique au sein des collectivités avec différents acteurs et de se mettre d'accord, voilà, que la qualité de l'air passe sur entre différents services. Et il y a un appel à projet en cours, donc avec une date limite de dépôt des dossiers prévue pour le 14 mars. À 15h, voilà. Donc là on a le lien, on retrouvera toutes ces informations. Souad Boulala, de toute façon, on a les informations aussi sur le site ADEME. Je vous demandais de conclure sur les différents projets. Oui, voilà, les différents projets. Donc voilà, ce qui est important, c'est la prise en compte de la qualité de l'air intérieur dès le départ. C'est pas à la fin, on fait un constat. C'est de prendre en compte. Voilà, c'est ce qu'on va voir aussi dans le cadre de cette journée, notamment dans les débats de l'après-midi, c'est que c'est une chaîne. Il y a effectivement une responsabilité de tous les acteurs tout au long de la chaîne. Voilà, mobiliser tous les acteurs, que ce soit les professionnels, les collectivités, les particuliers, nécessité de garantir une ventilation efficace, tout va de pair, et voilà, et puis limiter l'impact des matériaux sur la qualité de l'air intérieur. Voilà. Et donc merci beaucoup, 4e trimestre à Marseille. On verra quelle est la date. Un collègue de restitution de tous ces programmes ça sera peut-être vers novembre, mais je sais pas les Merci, dates. on peut vous applaudir, Souad Boulala. Merci beaucoup pour cette présentation, sachant que on peut trouver aussi de l'information assez riche concernant les transferts polluants des sols, polluants de l'air, avec des travaux qui ont été menés par l'INERIS et le BRGM, dont les derniers travaux ont été restitués en septembre dernier. Donc ça, vous trouvez facilement sur le site BRGM ou INERIS pour ces questions de transfert. Et là aussi, malheureusement, entre guillemets, ou heureusement, on a quelquefois des solutions très simples pour couper ces transferts de polluants entre les sols et l'air. Et il faudrait que les professionnels du bâtiment soient informés de ces techniques qui sont, avec l'accompagnement du CSTB, des techniques vraiment basiques, mais qu'il faut pouvoir mettre en œuvre, sinon c'est tout le bâtiment qui est compromis dans sa qualité de son air intérieur. Merci beaucoup. Alors, on parle de tout ça parce que, bien entendu, il n'y a pas que des points de vue. Derrière tout ça, il y a des faits, il y a des connaissances et des impacts sur la santé qui se révèlent de plus en plus graves. D'ailleurs, on peut quand même le dire sans être catastrophiste. Il y a ce qu'on appelle les risques sanitaires émergents. Il y a tous ces polluants à l'intérieur des bâtiments, à l'intérieur des bureaux. Et donc, les études nous montrent que leurs impacts sur la santé sont importants. Alors, les ARS s'en emparent. Ça fait partie de ce travail de prévention qui est quelquefois difficile en France. Mais malgré tout, les ARS s'en emparent. C'est le cas de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Donc bonjour Julie Muriel Philippe, vous êtes venue ici nous rappeler un peu quels sont les risques sanitaires associés à une mauvaise qualité de l'air intérieur. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis ingénieure sanitaire à l'Agence régionale de santé, donc en charge de l'animation sur la qualité de l'air intérieur. Alors effectivement, je vais partir des risques sanitaires liés à l'air intérieur. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un risque ? C'est une conjonction entre un danger et une exposition. Et un risque sanitaire, en l'occurrence, c'est l'existence d'une substance dangereuse et l'exposition à cette substance. Alors, quelles sont les substances dangereuses dans les bâtiments ? Donc, elles sont de deux natures. On a les substances naturelles, donc biologiques, telles que les acariens, les moisissures, et puis on a les substances radioactives, telles que le radon. Et puis, on a tout le cortège de substances chimiques qu'on appelle les composés organiques volatiles, les COV, qui sont présents dans les matériaux et les produits d'entretien et de bricolage, et dont l'utilisation est de plus en plus fréquente. Et ce sont des produits très volatiles, donc présents dans l'air. Alors, l'exposition aux substances dangereuses dans les bâtiments, quelle est-elle ? Comment a-t-elle évolué ? Alors effectivement, on passe de plus en plus de temps dans les espaces clos. On passe 80% de notre temps à l'intérieur. C'est beaucoup plus qu'autrefois. Et puis, les polluants sont de plus en plus confinés parce que les bâtiments sont calfeutrés et qu'ils sont mal ventilés pour des raisons d'économie d'énergie. Alors, on va reprendre les polluants intérieurs avec les sources et les effets sur la santé. Alors, je vais commencer par les acariens et les moisissures, donc qui proviennent des poussières, de logements humides. Donc, les effets sur la santé, évidemment, c'est des allergies, des maladies respiratoires comme les rhinites et l'asthme. On a ensuite le radon, qui provient de la désintégration de l'uranium qui est naturellement présent dans les roches granitiques et volcaniques. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a 5 départements à risque, qui sont la Saône-et-Loire, la Nièvre, le Doubs, le territoire de Belfort et la Haute-Saône. Le radon est un cancérigène certain. Ça a été démontré par le Centre international de recherche sur le cancer et ça provoque le cancer du poumon. Et puis après, je vais présenter les 4 principaux COV. Je vais commencer par le benzène, qui provient des produits de bricolage, de l'ameublement, des produits de construction, de matériaux, et puis aussi des désodorisants.
Et là, il y a un lien de causalité entre benzène et leucémie. Le benzène a été classé comme cancérigène certain pour l'homme. 3 autres COV, le formaldéhyde, là qui provient des panneaux de bois agglomérés, des livres et magazines neufs, des peintures à base de solvants. Donc là, c'est un cancérigène probable pour l'homme, avec une localisation au niveau nasopharyngé. On a le trichloroéthylène qui lui provient des peintures, des vernis, des dégraissants, des colles. Donc là, on a un lien également de causalité avec le cancer des testicules et foie. Et puis, je terminerai par le tétrachloroéthylène, qui est aussi connu sous le nom de perchloréthylène, qui provient, qui est utilisé dans les pressings, et puis à la maison, dans les produits pour nettoyer les moquettes et les tapis. Donc là, c'est un cancérigène probable également sur l'œsophage, et puis ça provoque des troubles neurologiques. Alors, quels sont les enjeux ? Donc on a 2 constats. Le premier, c'est que les maladies allergiques et respiratoires sont en hausse depuis 40 ans. C'est ce qu'on observe depuis le premier choc pétrolier. Alors on est face à des intérieurs confinés, mal aérés, mal ventilés, où prolifèrent en fait les acariens et les moisissures, des bouillons de culture. Et puis le phénomène, il est amplifié par la présence de COV. Donc en fait, le levier, c'est d'aérer et de ventiler les bâtiments, donc par aération naturelle, mais aussi par ventilation mécanique contrôlée. Puis le deuxième constat, c'est que 5 à 10% des cancers seraient liés à l'environnement, d'après l'INVS, qui est l'Institut de veille sanitaire. Et là, donc, il y a 2 leviers. Donc, pour commencer, il faut limiter les substances cancérigènes dans les bâtiments. Donc là, concernant le radon, il faut limiter son entrée dans les bâtiments, donc étanchéifier au maximum l'interface sol-bâti. Et puis, il faut limiter l'utilisation des substances dangereuses, les COV, dans les bâtiments. Donc, les substituer ou, si c'est impossible, les étiqueter, pouvoir les identifier, et puis en diminuer l'utilisation. Et puis, le levier évident, ça va être le fil conducteur de la journée, c'est d'aérer et de ventiler. Et il faudrait peut-être aussi ajouter les particules diesel aussi, qui sont pas dans votre liste, mais qui sont quand même très... Alors, Souad Boulala en parlait avec le transfert de l'air extérieur vers l'intérieur. Oui, enfin là, la journée étant consacrée au bâtiment. On peut pas parler de tout. Voilà. Effectivement, c'est un problème. Alors, au niveau stratégie nationale, donc je vais revenir sur le PNSE2, Plan national santé environnement, avec les 6 actions qui étaient inscrites. Donc, la première, c'était de mieux connaître et limiter les sources de pollution à l'intérieur des bâtiments, de construire sainement par la limitation des sources dans le bâti et la maîtrise des installations de ventilation. Ensuite, l'action 9, c'était de mieux gérer la qualité de l'air intérieur dans les lieux publics et de se focaliser en action 19 sur les bâtiments accueillant des enfants. Développer la profession des conseillers médicaux en environnement intérieur, je reviendrai là-dessus par la suite. Et puis enfin, réduire l'exposition au radon dans l'habitat. Alors comment ça s'est décliné au niveau PRSE, donc je rappelle que le PRSE2 vient de s'achever, on en a fait le bilan. Alors côté Franche-Comté, on avait l'axe 2 qui était de réduire les expositions aux polluants en milieu clos à fort impact sur la santé, avec 2 objectifs. Alors le premier objectif, c'était de sensibiliser sur la problématique de la pollution intérieure, avec 3 cibles. Les collectivités territoriales, le public et les professionnels du bâtiment. Alors l'action sur les collectivités territoriales, elle était portée par l'ARS et l'ADREAL. Donc il y a eu diverses réunions, une journée de réal à Montbéliard en 2014. Il y a aussi la formation des collectivités territoriales par le CNFPT, le Centre national de formation de la fonction publique territoriale, qui s'est déroulé en 2014 et qui s'est faite dans le cadre de la démarche pluraliste radon en Franche-Comté. Donc l'action est plutôt positive, j'ai mis un drapeau jaune. Voilà. Ensuite, on a l'action sur le public. Donc elle a été portée par l'IREPS, qui est l'instance régionale d'éducation et de prévention à la santé. Donc là, ça a été une action couronnée de succès. Elle a pu sensibiliser 1300 personnes. Alors l'IREPS a conçu une mallette pédagogique donc sur la qualité de l'air intérieur qu'elle a fait circuler, qu'elle a présentée donc à un public scolaire. Et puis enfin, les professionnels du bâtiment, donc là c'était une action portée par le pôle énergie. Elle a d'abord produit un guide sur la qualité de l'air intérieur en 500 exemplaires qui est diffusable aussi sur Internet. Et puis elle a formé à peu près 100 professionnels du bâtiment. Alors ils n'ont pas créé des modules spécifiques à la qualité de l'air intérieur, mais ils l'ont plutôt intégré dans des modules sur la ventilation ou les problèmes thermiques. Et le deuxième objectif, donc, c'était d'améliorer le diagnostic environnemental
à risque. Alors là, cette action a été portée par le RAFT. Alors le RAFT, c'est le réseau d'allergologie en Franche-Comté. Donc il est financé par l'ARS et par le CHU de Besançon. Il est composé d'un médecin allergologue et d'une CMEI. C'est une conseillère médicale en environnement intérieur. Et le rôle de cette conseillère, c'est sur prescription médicale d'intervenir chez les patients souffrant de pathologies respiratoires pour pouvoir diagnostiquer le logement, faire des prélèvements de moisissures, faire des prélèvements de COV et puis aussi de poser des dosimètres radon. Donc ça, c'est une action qui a été très riche. La CMEI fait plus de 100 visites à domicile par an. Voilà, donc c'est vraiment couronné de succès. On y reviendra d'ailleurs en détail dans le cadre de cette journée pour bien développer l'action et voir tout l'intérêt qu'il y a à aller sur ces visites à domicile. Alors, côté Bourgogne, donc l'objectif c'était d'améliorer la qualité de l'habitat, tout simplement, avec 2 sous-objectifs. Le premier, c'était de faire connaître les activités de la CMEI. Alors, côté Bourgogne, la CMEI, elle travaille au sein de la Mutualité française, mais son rôle est le même. Donc ça, c'est une action couronnée de succès aussi, qui devrait être évidemment poursuivie. Et puis, l'autre objectif, c'était d'améliorer les connaissances et l'information. Donc là, on avait 4 cibles. Le premier, c'était de recenser les professionnels du bâtiment expérimentés en technique de remédiation du radon. C'était porté par la CAPEB et la FFB, Fédération française du bâtiment. Alors, là, le bilan est plutôt mitigé, mais ça, c'est pas un problème lié à la Bourgogne, c'est un problème national, puisqu'on est face à un problème de formation des professionnels du bâtiment pour les techniques de remédiation du radon. Donc ça va être poursuivi. L'ARS a également sensibilisé le public au risque radon en diffusant des plaquettes aux collectivités territoriales et via les associations d'information sur le logement. Elle a également fait de la prévention sur le risque radon au travers des documents d'urbanisme, donc en faisant des mailings aux collectivités. Et puis, en dernier point, c'était de créer une plateforme d'information. Donc cette plateforme, ça s'est concrétisé par un site internet qui s'appelle I comme électronique 7 Santé Environnement pour tous. Donc c'est un site internet qui est créé depuis 2013 et qui est financé par l'ARS et on y trouve plein d'informations sur la qualité de l'air intérieur. Alors, le futur, c'est le PNSE 3, on l'a déjà évoqué, avec 5 actions. Donc, le premier, c'est de poursuivre le plan national radon. Donc, ça, c'est porté par l'autorité de sûreté nucléaire, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Et puis ensuite, c'est d'accompagner les actions territoriales de gestion du risque radon dans l'habitat. Donc, c'est de favoriser des campagnes de mesure. L'action 6, c'est de promouvoir et accompagner des actions préventives sur le risque radon, en synergie avec des actions sur la qualité de l'air intérieur et l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est très très important. Et puis après, donc au niveau recherche, donc actualiser l'étude d'impact sanitaire du radon en tenant compte des mesures et des connaissances disponibles. Et puis enfin, on l'a évoqué aussi, mettre en œuvre le plan national de la qualité de l'air intérieur. Voilà, donc je terminerai par un petit peu le calendrier de réalisation du PRSE 3, donc qui pour le coup sera Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a un état des lieux qui est en cours sur les acteurs disponibles, sur les indicateurs santé-environnement. Donc cet état des lieux, il est réalisé par l'OARS, qui est l'Observatoire régional de santé, qui est déjà fusionné, Bourgogne-Franche-Comté. Donc on attend ses conclusions pour février 2016. Et puis après, on va mettre en place la gouvernance. Sachez qu'un PRSE, c'est gouverné par un GRSE, c'est un groupe régional santé-environnement, et en Bourgogne et en Franche-Comté, avec 80 partenaires de part et d'autre, donc maintenant il va falloir en créer qu'un seul. Donc il y aura ça à régler, et constituer des groupes de travail. Alors les groupes de travail vont travailler sur des objectifs et des fiches actions, donc UAI Radon évidemment, et donc le travail sera fait au cours du mois de mai à novembre 2016, avec une rédaction du PRSE donc janvier 2017 et un lancement en 2017 pour courir jusqu'en 2021. Moi, je vous remercie. Merci Julie, Muriel, Philippe pour cette présentation, et Souhaite Boulala également. Voilà, on a donc pu brosser quelles sont les actions, voir quelles sont les actions de l'ADEME et les actions de l'ARS sur ces sujets avec les différentes échéances. Merci pour cette présentation.